Allez, on y va. Donc, merci aux présents et merci à ceux qui regarderont, ce webinaire en replay. Donc je suis Mathias Jourdain, je suis conseiller France Rénov', au CFE de la Charente. On va vous présenter un peu, ce qu'est France Rénov' et ce qu'est le CFE de la Charente. Alors les micros et les caméras sont coupés pour les participants, le participant pour l'instant. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler, le webinaire, la présentation, ça va durer 15-20 minutes et de toute façon, il y aura un temps prévu pour les questions à la fin, donc il y aura pas de souci. Il faudra juste lever la main, donc il y a un petit bouton pour ça en haut et j'activerai le micro et la caméra ou pas la caméra, on verra, pour poser vos questions. Voilà. Donc on démarre la présentation, donc pour ce premier webinaire de la rentrée sur le thème du remplacement de la chaudière fioul en 2025. Donc comme je le disais, je vais présenter la structure, pour commencer, donc le CIE de la Charente. Je vais faire rapide, pour tenir les délais. Donc c'est une association, loi sur les structures 1977 qui est liée avec convention sur le département de la Charente, pour le CIE de la Charente. Après, il y a des CIE un peu partout, sur le territoire national. Donc également lié avec les communautés de communes, la région, pour la partie France Rénov'. Donc la mission du CIE, c'est d'informer, sensibiliser, conseiller, collectivités, professionnels ou, ou entreprises sur, le thème de l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Donc, comme je le disais, des conseils aux collectivités avec des conseillers, dédiés, hein, des architectes, des urbanistes, des paysagistes et il y a une équipe de conseils aux particuliers, donc avec un architecte, Philippe Grassa et les conseillers France Rénov' qui vont plutôt être sur la partie énergie, donc moi-même, Mathias Jourdain, Julien Huard et Mickaël Chariot, qui présenteront les prochains webinaires. France Rénov', donc le CIE, est, a un espace conseil France Rénov', dans cette structure en Charente. Donc France Rénov', c'est, le service public de la rénovation énergétique, avec un financement, un service qui est financé par les collectivités, la région et un dispositif, qui s'appelle le dispositif des C2E. Il y en a comme les CIE un peu partout sur le territoire national, donc 550 espaces à peu près en France, pour à peu près 2 300 conseillers. Le rôle de ce service public de rénovation énergétique, c'est d'informer, conseiller, accompagner, les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique, sur les différents aspects qui soient techniques, financiers, avec notamment les aides financières ou juridiques avec la réglementation et cetera. Il y a également des actions d'animation qui sont mises en place, par ces espaces conseils pour, promouvoir la rénovation énergétique, heu et échanger à ce sujet comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, en Charente, il y a 3 espaces conseils France Rénov', avec chacun des territoires dédiés. Donc pour les agglomérations d'Angoulême, de Grand Angoulême et de Grand Cognac, c'est directement ces agglomérations qu'il faut contacter pour avoir des conseils, en rénovation énergétique, à partir du moment où le projet se situe sur ces territoires. Pour le reste du département, c'est le CIE de la Charente qu'il faut contacter. Et pour les personnes qui viendraient d'autres départements, je vous invite à aller sur le site France Rénov' pour, trouver, en fonction de votre code postal, l'espace conseil France Rénov', de votre localité. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, avec le remplacement du chaudière fioul. Alors pourquoi on a fait ce webinaire? Bah, parce que, c'est un sujet important en raison de différents points qu'on va voir ici. Donc il y a déjà le prix du fioul qui avait augmenté, fortement, pendant l'année 2022. Alors là, il a rebaissé, mais voilà, le prix du fioul avait pu se faire poser des questions, à un certain moment, les particuliers sur un remplacement ou non et voilà, on sait que l'énergie, ça fluctue pas mal, donc cette augmentation peut venir, à nouveau dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais il y avait eu une augmentation, en tout cas assez importante sur les 10 dernières années, avec presque, une multiplication par 2 du prix de l'énergie. Heu, L'autre problématique qu'il va y avoir aujourd'hui, c'est avec la réglementation. On sait que depuis 2022, il est interdit d'installer des nouvelles chaudières fioul chez soi. Donc pour les gens qui sont déjà au fioul, qui auraient une chaudière qui tomberait en panne, et ben, il faut se tourner vers un autre mode de chauffage. L'autre point qui peut, faire se poser des questions, c'est également, la nouvelle réglementation.
sur l'interdiction de louer des passoires énergétiques et l'audit qui est obligatoire dans le cadre de la vente d'une passoire énergétique. Alors ça, c'est depuis sur la vente des logements et l'obligation de faire des audits, c'est depuis le 1er avril 2023 pour les logements classés F et G, à partir de 2025 pour les logements qui sont E et à partir de 2034 pour les logements qui sont classés D. Voilà, c'est une obligation progressive comme vous voyez. Pour ce qui est de la location des logements et l'interdiction, de la mise en location des logements passoires, c'est également progressif. Donc depuis, 2023, c'est les logements qui ont une consommation en énergie finale supérieure à 450 kWh par mètre carré par an, donc les logements qui sont classés G, mais dans le bas du G. À partir de 2025, tous les logements G ne pourront plus être loués. À partir de 2028, ce sera tous les logements classés F et à partir, de 2034, tous les logements classés E. Alors ça a un lien direct avec le fioul, ça, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, la nouvelle étiquette DPE prend en compte, pour, la classification de l'étiquette, elle prend en compte les émissions de gaz à effet de serre. Et les émissions de gaz à effet de serre, elles sont beaucoup plus importantes avec le fioul qu'avec toute autre énergie. Donc comme vous voyez là, avec, ce schéma, on a beau avoir une consommation, c'est-à-dire c'est principalement lié à la déperdition, hein, une consommation d'énergie qui est, on va dire, pas dans le pire des cas, enfin voilà, qui peut être haut par exemple, donc aujourd'hui pas soumis à l'obligation d'audit. Mais si, les émissions de gaz à effet de serre sont importantes, on va se décaler sur la droite, sur l'axe de l'abscisse et on va se retrouver en F ou en G. Et donc le chaudière fioul va favoriser le passage à ces étiquettes-là, donc quand on est sur une étiquette de consommation, classée E ou voire D. On voit d'ailleurs là, hein, quand on a la classification des étiquettes de logements par rapport à leur énergie utilisée pour le chauffage, on voit que les logements classés, les logements chauffés au fioul ont beaucoup plus d'étiquettes F et G que les logements chauffés à d'autres énergies. Et c'est 71 des logements chauffés au fioul qui sont classés E, F ou G. Donc ils vont être soumis, dans les prochaines années à des interdictions. Et l'autre point qui peut avoir aussi une importance, mais qui est un peu moins connu, c'est la valeur verte. Alors ça, c'est dans le cas où les personnes seraient au courant de la valeur verte et du fait, que les logements bien classés valent un peu plus cher sur le marché de l'immobilier et inversement, les logements mal classés valent un peu moins cher. Ça peut, si on est au courant de ces choses-là, inciter à changer d'énergie pour, pourquoi pas, monter d'une étiquette énergétique, sur le DPE. Voilà, donc on va regarder les solutions de remplacement, au chauffage fioul. Alors là, 15 minutes, c'est assez court, hein. L'objectif, c'est de tenir 15 minutes sur la présentation pour laisser du temps en question. Donc je vais pas pouvoir, détailler, toutes les solutions. L'objectif, c'est de faire un état des lieux des solutions existantes, et de voir brièvement, dans quel cas on peut les installer et faire un petit focus sur l'énergie utilisée. De toute façon, il y aura un replay disponible, comme je le disais au début, sur YouTube, sur les réseaux sociaux du CAUE. Donc si je passe un peu vite sur les diaporamas, vous pourrez toujours revenir dessus, sur les diapositives, pardon, vous pourrez toujours revenir dessus en regardant le replay. Donc une des solutions, au chauffage fioul, ça va être la chaudière gaz. Alors plutôt chaudière gaz à condensation, parce que la chaudière gaz à condensation, c'est le système qui va être le plus efficace, qui va apporter, le plus d'économies d'énergie. Alors sur l'énergie gaz, on va faire tout ça avec toutes les énergies, on va voir un petit peu les augmentations, du coût de l'énergie. Alors, les augmentations récentes, dues au conflit, russo-ukrainien et les augmentations sur les 10 années précédentes. On va regarder la dépendance internationale de cette énergie, parce que voilà, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir et les pollutions, qu'émettent cette énergie. Donc pour ce qui est le gaz, les augmentations sont fortes. Alors l'augmentation était forte avec le conflit russo-ukrainien et les augmentations étaient fortes les 10 années précédentes, hein. Donc on est sur une énergie qui augmente, de manière assez importante, avec une dépendance internationale forte, heu, en raison notamment, enfin qui est la cause notamment de ces augmentations et on l'a vu, malheureusement avec le conflit, en Ukraine. Et avec des émissions de gaz à effet de serre assez importantes, moins que le fioul, mais qui sont malgré tout, importantes. Pour ce qui est de la chaudière gaz à condensation, au niveau du système, on est sur un système qui est efficace avec des rendements, de l'ordre de 100 à 110. On peut produire de l'eau chaude sanitaire avec ce système, c'est même, quand on est sur ce système-là, enfin plutôt, c'est la solution privilégiée, hein, de produire l'eau chaude
Et on est sur des coûts moyens de chaudière qui vont de 3 000 à 1 000 €. Alors, on prend une fourchette assez large parce que selon la puissance demandée, selon la difficulté de mise en œuvre, ça peut varier. Alors, c'est une fourchette, ça ne veut pas dire que ça peut pas être moins, ça ne veut pas dire que ça peut pas être plus. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Petite chose à noter sur la chaudière gaz à condensation, donc si on est au gaz de ville, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas le gaz de ville dans la commune, ça va nécessiter d'installer une citerne à gaz. Et autre point important, le système à condensation, pour améliorer le rendement, il faut que ça condense et pour que ça condense, il faut que l'eau de retour de la chaudière soit à basse température, et pour que l'eau de retour de la chaudière soit à basse température, il faut qu'on soit sur des émissions basse température au niveau des radiateurs. Donc si on veut dans un logement classique, qui n'aurait pas été construit récemment, pour être à basse température, il y a principalement 2 solutions. Soit on change les radiateurs, soit on met des radiateurs plus grands, soit on peut isoler, ce qui va automatiquement surdimensionner les radiateurs. Après, si on est sur un plancher chauffant, il n'y a pas de souci, on est sur un émetteur basse température, de base. L'autre solution, la chaudière granulée. Donc la chaudière granulée, on est sur une augmentation du prix de l'énergie due au conflit, russo-ukrainien qui est très importante. Alors, pourquoi ça a été important? Tout simplement parce que vu que le gaz, lui, avait également beaucoup augmenté, et que l'énergie au début du conflit, l'énergie granulée était assez peu chère, il y a beaucoup de gens qui ont soit remplacé leur chaudière gaz ou leur chaudière fioul par des chaudières granulées, ou des gens qui ont installé des poêles granulées pour, limiter l'utilisation de leur chaudière. Forcément, quand tu as une demande beaucoup plus importante sur une énergie, force le coût augmente, c'est comme ça pour tout et c'est pour ça qu'on a vu, l'énergie granulée augmenter fortement. Mais si on regarde les 10 années précédentes, l'énergie granulée avait une augmentation plutôt intéressante avec, 20-25 % sur 10 ans, ce qui est par rapport aux autres énergies, une augmentation assez faible. Au niveau de la dépendance internationale, on est sur un niveau faible, on a une gestion de nos forêts en France plutôt bonne, on arrive à fournir, la population en bois de chauffage et pour ce qui est des pollutions, gaz à effet de serre ou particules fines, on est plutôt heu, très faible en tout cas sur le gaz d'émission à effet de serre et sur les particules fines, c'est relativement faible tant que la combustion est bonne, ce qui est normalement le cas sur des systèmes récents. La chaudière granulée, alors on est sur des rendements qui varient un peu plus, on est sur une plage plus importante de variation, ça dépend des systèmes. Beaucoup de chaudières granulées ne sont pas à condensation. Il existe aussi des systèmes à condensation, ce qui permet d'avoir des rendements supérieurs à 100 %. L'ECS est possible également sur les chaudières granulées, ce qui est également conseillé, enfin c'est intéressant en tout cas d'avoir l'eau chaude avec ces systèmes-là. On est sur des coûts d'installation qui sont tout de suite plus importants que la chaudière gaz ou la chaudière fuel, quand on pouvait encore l'installer, avec des coûts moyens de 15 000 à 25 000 €. À noter donc l'augmentation pour que ça soit intéressant qu'on ait une autonomie de fonctionnement, qu'on n'ait pas à remplir la chaudière avec des sacs, toutes les semaines, il faut si possible avoir un silo. Alors un silo en toile ou avec une trémie, donc un silo maçonné, des choses comme ça, voilà, après le choix vous appartient. Mais voilà, c'est important d'avoir ça si on veut une autonomie intéressante. L'autre solution, la chaudière bois-bûche. Alors la chaudière bois-bûche, on est sur une augmentation due au conflit, russo-ukrainien pour l'énergie bois-bûche, fort à moyen. Alors après ça dépend, c'est toujours compliqué avec le bois-bûche d'avoir des données et d'ailleurs sur les 10 précédentes années, on n'a pas de données disponibles, c'est voilà, les chaudières bûches, c'est un mode de vente qui est assez différent. Donc voilà, on n'a pas pu avoir d'idée d'augmentation. On serait plutôt un peu comme le granulé sur des augmentations relativement faibles par rapport à d'autres énergies. Au niveau de la dépense internationale, pareil, c'est très faible, on arrive à se fournir au niveau national et les pollutions, c'est assez faible, alors pour le bois bûche, en fait, sur des émissions de particules fines assez faibles à condition, voilà, que ce soit un système récent avec une bonne combustion. Le bois bûche dans une cheminée foyer ouvert, là, on est sur une combustion qui est mauvaise avec des émissions de particules fines très mauvaises aussi et donc qui vont polluer l'atmosphère. Sur le système en lui-même, on est sur des rendements, moins bons que des chaudières à condensation, des choses comme ça, mais des rendements qui restent, intéressants, surtout au vu du coût de l'énergie avec l'ECS possible, mais attention, le problème avec l'ECS sur la chaudière bûche, c'est que, l'ECS, on en a besoin toute l'année et donc ça veut dire que hors période de chauffe, il faut continuer à alimenter sa chaudière en bois, ce qui peut être, contraignant. Donc
peut-être intéressant dans ces cas-là, si on peut produire l'eau chaude sanitaire également, d'avoir une production d'appoint d'eau chaude avec un chauffe-eau électrique ou un appoint intégré au ballon. On est sur des coûts de système qui sont à peu près au même niveau que la chaudière granulée, donc relativement importants. Et la chose à noter, c'est qu'il faut installer un ballon de tampon avec la chaudière pour pouvoir avoir un stockage de l'énergie et pouvoir redistribuer la chaleur dans les réacteurs, même quand la chaudière ne tourne plus. La pompe à chaleur. La pompe à chaleur RO, donc c'est-à-dire qu'ils vont alimenter des radiateurs à eau chaude et qui va aller puiser son énergie dans l'air extérieur. On est donc sur l'énergie électrique avec une augmentation due au conflit russo-ukrainien assez faible parce que l'État a bloqué les prix de l'électricité. Mais sur les dernières années, on était sur une augmentation importante. Et d'ailleurs, récemment, l'électricité a encore pris une augmentation pas négligeable. On est sur une dépendance internationale qui est faible à moyen, alors plutôt moyen en ce moment, avec notamment ce qui se passe au Niger et l'approvisionnement en uranium. Et puis, il y a aussi le fait qu'en hiver, parfois, les productions ne suivent pas, on est obligé d'acheter l'énergie aux voisins européens. Au niveau de la pollution, on est sur une énergie très peu polluante. Lorsqu'on ne rallume pas, les centrales les centrales plus polluantes qui sont normalement fermées. Au niveau du système, on est sur un système avec des rendements très intéressants. Alors, normalement, on ne parle pas de rendement avec une pompe à chaleur, on va parler d'efficacité énergétique, de scope ou de COP. Alors, s'il y a besoin de plus de détails sur ces chiffres-là, je pourrais vous expliquer à la fin, ou alors vous contactez le CAE. Mais on est sur des rendements intéressants, alors d'autant plus intéressants quand on fonctionne à basse température, donc comme je l'expliquais, avec soit des radiateurs bien dimensionnés, soit des radiateurs classiques, mais dans un logement qui aura eu une rénovation énergétique assez intéressante avec des travaux d'isolation importants, ou le plancher chauffant. Quand on est sur une chaudière moyenne température ou haute température, les rendements sont un peu moins bons et surtout, il y a un risque plus important de difficulté à chauffer en hiver. On est sur une production d'eau chaude possible, mais à éviter également dans certains cas puisque, comme je le disais là, des fois la pompe à chaleur peut avoir du mal à chauffer en hiver quand les températures extérieures sont trop basses, parce qu'elle va puiser ses calories, donc son énergie dans l'air extérieur et plus l'air est froid à l'extérieur, moins il y a d'énergie possible, donc moins on va réussir à chauffer convenablement le logement et si la pompe à chaleur a déjà du mal à chauffer le logement, ça va être compliqué de lui demander de produire l'eau chaude également, même s'il y a une régulation qui se fait. Donc dans certains cas, il faut éviter. Après, c'est pas, une règle absolue, hein, ça peut changer selon les cas. On est sur un coût moyen assez important, un peu moins que les chaudières granulées, généralement. Alors, j'insiste bien sur le fait que la pompe à chaleur, si on est sur haute température, fonctionnement à haute ou moyenne température et que le logement est mal isolé, ça va être très compliqué. Je reviendrai dessus à la fin. Mais voilà, c'est vraiment un système voilà, qui a besoin de conditions idéales pour fonctionner et qui, dans la plupart du temps, malheureusement, ne sont pas réunies. Donc à noter que pour améliorer le rendement et le confort, comme je le disais, les émetteurs basse température et une chose que les personnes qui installent ce genre de système ne pensent pas forcément, c'est les nuisances du groupe extérieur qui, lorsque la pompe à chaleur tourne fort, notamment en cas de température extérieure très basse, peut faire du bruit et peut amener des conflits de voisinage. Donc il faut être vigilant à ça, il faut être vigilant à l'endroit où on va placer le groupe extérieur pour, faire en sorte que ça ne dérange personne. Autre solution, c'est la pompe à chaleur au eau. Donc là, encore une fois, c'est pour alimenter, des radiateurs ou un plancher chauffant à eau chaude et là, on va aller puiser son énergie, soit dans le sol, soit dans une source d'eau, comme des puits et cetera. Alors il y a plusieurs solutions sur la pompe à chaleur au eau. Ça peut être, Heu, la géothermie horizontale, donc on va chercher, la chaleur du sol sur une grande surface, mais à faible profondeur. La géothermie verticale avec là, on va aller chercher la chaleur en profondeur, sur une surface assez faible ou alors, sur aquifère, donc sur dans des nappes ou des choses comme ça. Alors bon, on va pas détailler tout ça, encore une fois, je vous invite à poser des questions à la fin ou à nous contacter pour plus d'informations. On est sur des rendements encore plus intéressants parce que, là, avec la géothermie, l'avantage, c'est qu'on est sur une source, d'énergie qui est à une température plutôt stable.
Donc, même en hiver, quand il fait très froid, le sol reste à une température, heu, assez intéressante pour, épuiser de l'énergie. On est sur des coûts qui sont quand même plus importants parce que, voilà, il y a des forages à faire généralement où il y a du décaissage de sol, ce qui forcément augmente les coûts. Et comme pour la pompe à chaleur, pour améliorer, le rendement et le confort, bah, des émetteurs basse température sont à privilégier. Et l'avantage qu'on peut avoir avec la pompe à chaleur au haut, quand on est sur du plancher chauffant, c'est qu'on peut faire du refroidissement. Alors ça, on peut faire du refroidissement avec un plancher chauffant, même avec une pompe à chaleur air haut, mais ça va être beaucoup plus efficace. Parce que, même en plein été, quand il fait très chaud, où on va souhaiter refroidir, là, il y aura une température, du sol qui va être encore une fois beaucoup plus froide que la température extérieure et donc ça favorisera l'efficacité du refroidissement. Et la dernière solution en système de chauffage central, ça va être le chauffage solaire. Chauffage solaire, alors, là, au niveau de l'énergie, je prends évidemment juste la partie solaire parce que sur un chauffage solaire, vous le verrez après, il faut un appoint. Mais en tout cas, sur la partie solaire, bah, là, on est, au top, hein. On est sur, une augmentation de l'énergie nulle parce que de toute façon, l'énergie solaire est gratuite. Dépenses nationales nulles également parce que malgré ce qui peut se passer, on aura toujours du soleil et sur une pollution nulle également parce qu'on est sur une énergie renouvelable. Après, si on prend global, il faut voir, quelle sera la pointe voilà, pour avoir un bilan un peu plus précis et complet. Sur le système solaire, je vais expliquer rapidement. Alors c'est simple, hein, on a des panneaux solaires. Alors c'est pas des panneaux photovoltaïques, c'est des panneaux solaires où il y a des tuyaux avec de l'eau qui circule, qui vont être réchauffés par, le rayonnement solaire. Alors, il y a pas besoin qu'il fasse forcément chaud dehors, hein, parce que le soleil apporte de la chaleur, même quand la température extérieure est froide, grâce justement à ce rayonnement solaire. Et donc on va chauffer cette eau qui va ensuite alimenter un ballon. Alors quand on est, sur un soleil, assez fort au printemps ou à l'automne, la chaleur du soleil peut suffire, mais généralement c'est pas le cas. C'est pour ça qu'un appoint est nécessaire. Alors l'appoint, ça peut être une chaudière, une pompe à chaleur ou ça peut être une résistance électrique à l'intérieur du ballon qui va apporter les calories supplémentaires nécessaires ou apporter du calories tout simplement quand il y a pas d'énergie solaire. Voilà sur le système solaire. Alors c'est intéressant, plus ou moins intéressant selon les régions. En région montagneuse, par exemple, en altitude, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de soleil, ou dans les régions méditerranéennes également. Après voilà, faut voir, c'est des choses qu'il faut étudier. Il faut une bonne orientation de toiture. Il faut que les on puisse le faire par rapport aux règles d'urbanisme, de la localité. Mais c'est des solutions à étudier avec, des coûts d'installation 10 à 15 000 €, sans l'appoint. Heu Et puis voilà, on est sur un système qui est avec l'utilisation d'une énergie gratuite, donc forcément ça demande d'étudier pour voir si c'est intéressant financièrement. Voilà sur ces différentes solutions en chauffage central. Après, on va regarder les solutions qu'il pourrait y avoir, d'alternatives au remplacement de la chaudière. Même si aujourd'hui, avec le coût du fioul qui est un peu baissé, à partir du moment où la chaudière fioul fonctionne, il y a pas forcément nécessité d'avoir, une alternative au remplacement, mais on va quand même voir les solutions qui existent. Alors un peu plus rapidement, donc plutôt que de remplacer la chaudière fioul, il est possible d'installer une pompe à chaleur en relève. Donc c'est-à-dire en relève, la pompe à chaleur va fonctionner dès que les températures extérieures sont pas trop basses, là où la pompe à chaleur fonctionne bien. Et dès lors qu'il va faire trop froid, on va basculer sur, la chaudière. Comme ça, on utilise les 2 systèmes pour leur meilleure plage de fonctionnement et on a un confort, dans le logement qui est assuré. Alors le rendement global de l'installation va dépendre, bah, du système, et de la chaudière. Donc c'est compliqué de donner des rendements, donner une moyenne de 110 mais ça peut être plus. L'eau chaude est possible, grâce à la chaudière. Et on est sur des coûts moyens d'installation de 10 à 20 000 €. Là, encore une fois, ça va dépendre de la puissance. Alors par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut être sûr que la chaudière puisse fonctionner encore un certain temps parce que, si la chaudière, tombe en panne, la pompe à chaleur, elle n'aura pas été dimensionnée pour fonctionner toute seule. Donc il faudra réinstaller un nouveau système qui sera si possible une chaudière et bah, là, il faudra repartir sur une chaudière, granule, une chaudière gaz et donc voilà, si vous savez que votre chaudière a une espérance de vie qui est faible, Heu, peut-être pas partir sur ce système.
Ensuite, on a les systèmes d'appoint. Alors, système d'appoint pour les questions d'amélioration du DPE ou des choses comme ça va pas forcément être très intéressant parce que la prise en compte va être assez faible. Mais l'avantage, c'est que l'investissement est plus faible qu'un remplacement ou que la pompe à chaleur relève. Et donc, les systèmes d'appoint efficaces, on va avoir poêle ou insert à bûche, poêle ou insert à granulé ou la PAC RR. Alors, la PAC RR, qui est un petit peu moins efficace encore que la PAC RO. Encore une fois, ça va être plutôt pour les intersaisons ou pour le rafraîchissement, même s'il faut éviter au maximum d'utiliser la fonction climatisation de ces systèmes. Et dans le cas où vous remplaceriez votre chaudière par un système qui ne produit pas l'eau chaude, dont vous ne voulez pas qu'il produise de l'eau chaude, comme ça pourrait être le cas de la pompe à chaleur, on va regarder les solutions de production d'eau chaude sanitaire possibles. Alors, on va pas trop rentrer dans le détail. Il y a le chauffe-eau thermodynamique, qui est un système efficace. Alors, le chauffe-eau thermodynamique, ça fonctionne comme une pompe à chaleur, sauf que c'est uniquement pour produire de l'eau chaude. Alors, on a plusieurs systèmes. Alors, on a avec le groupe extérieur, comme avec la pompe à chaleur. On peut avoir une pompe à chaleur où là, on va puiser ses calories dans l'air extrait, donc c'est-à-dire que le chauffe-eau va également jouer le rôle de ventilation, de VMC, où on peut aller puiser l'énergie dans l'air ambiant. Alors là, c'est une solution, à éviter parce que, bah, forcément, on refroidit, le logement. Sinon, l'autre solution, c'est d'aller ou l'air ambiant, en tout cas, c'est possible dans un local non chauffé comme un garage ou une cave. Et l'autre solution qui est pas affichée ici, c'est, de puiser l'air à l'extérieur, mais sans groupe extérieur, c'est-à-dire avec juste des bouches, en façade ou en toiture qui vont, aller récupérer l'énergie via ces bouches-là. Donc c'est ce qu'on va appeler dans ce cas-là un chauffe-eau thermodynamique monobloc, parce qu'il n'y a pas de groupe extérieur. Voilà, donc encore une fois, pour plus de détails, il ne faut pas hésiter à nous appeler ou à poser des questions juste après. Et l'autre solution pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire qui est efficace, c'est le chauffe-eau solaire, donc le CESI pour chauffe-eau solaire individuel. Avec là un peu le même fonctionnement, que le chauffage solaire. Pareil, il faut un appoint, parce qu'en hiver, quand il n'y a pas de soleil, si on n'a pas d'appoint, on n'a pas d'eau chaude. Donc l'appoint, là pareil, ça peut être la chaudière, une chaudière ou ça peut être une résistance électrique dans le ballon. L'avantage du chauffe-eau solaire, c'est que l'eau chaude, on en a besoin toute l'année, donc il y a une grande partie de l'année où c'est encore utilisable et c'est la partie de l'année où généralement il y a plus de soleil. Voilà pour, les différentes solutions. On va regarder un petit peu les étapes, pour remplacer chaudière et les choses sur lesquelles il faut être vigilant en amont. Donc les questions à se poser avant de remplacer sa chaudière, c'est: est-ce que le niveau d'isolation du logement est suffisant? Parce que mis à part dans le cas où la chaudière tombe en panne et là il y a urgence à changer le système, il faut bien avoir en tête qu'avant de remplacer son système de chauffage, pour des questions énergétiques, la priorité, c'est que le niveau d'isolation du logement soit bon. Alors, niveau d'isolation du logement, c'est une bonne isolation de toiture, une bonne isolation de murs, ça c'est important. Également, ça a tendance à être parfois un peu omis par les particuliers qui viennent nous voir, hein, c'est des retours d'expérience, tout ça. Faut avoir, si possible aussi, des menuiseries en bon état et double vitrage, une bonne ventilation. Et une fois que tout ça, on est sur un bon niveau de performance, on peut réfléchir à remplacer son système de chauffage. Alors ça, c'est important, parce que c'est là que le potentiel de gain énergétique est le plus important sur l'enveloppe et sur la ventilation. Mais c'est surtout que si on ne fait pas ça, on prend les choses dans le mauvais sens et on risque d'installer un système de chauffage efficace, mais avec, bah, le coût de l'énergie qui va augmenter, avec, le confort qui va peut-être avoir une importance encore plus importante à l'avenir. On va peut-être se dire: «Ah si, maintenant il faut que j'isole». Sauf que si on isole, le système de chauffage qui aurait été installé en amont va devenir surdimensionné. Et là, on est sur un système surdimensionné qui va être moins efficace, qui va avoir plus de risques de panne ou des choses comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'isoler en amont, également pour améliorer le confort et comme je le disais aussi, pour pouvoir, avoir un régime de chauffage basse température. Parce que, je le redis, hein, mais dans un logement classique avec des radiateurs basse température, voilà, pour chauffer le logement, il faut une eau à 60-80 degrés à peu près. Dès lors qu'on va
isoler le logement, on n'aura plus besoin d'un régime de température du radiateur à ce niveau-là, donc on va baisser le régime de température et en fait, automatiquement, les radiateurs deviennent des radiateurs basse température et on a vu que les systèmes de chauffage étaient plus efficaces quand ils fonctionnaient à basse température, en particulier les systèmes, qui fonctionnent à condensation, comme les chaudières gaz ou les chaudières granulées ou surtout, la pompe à chaleur. Ce qu'il faut savoir également, bah, c'est quel niveau de confort thermique ai-je besoin, parce qu'encore une fois, on va cibler la pompe à chaleur parce que c'est un système, on insiste dessus parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui installent ça sans forcément se poser les bonnes questions en amont. Mais la pompe à chaleur, comme on le disait, si le logement est mal isolé, que la pompe à chaleur est pas bien adaptée au logement, ou plutôt que le logement est pas adapté à la pompe à chaleur, on risque d'avoir des difficultés à chauffer le logement en hiver et donc de pas réussir à atteindre la température voulue. Et notamment, pour les gens qui chauffent un peu au-dessus, de 19 °, qui sont normalement de toute consigne, les gens qui pourraient chauffer à 22-23, même si c'est que ponctuellement, il se peut que des fois ça soit compliqué. Et enfin, est-ce que l'installation électrique est adaptée? Encore une fois, on va parler là de la pompe à chaleur parce qu'il y a certaines pompes à chaleur, notamment les grosses puissances, qui vont demander à avoir une installation en triphasé. Et ça, c'est quelque chose, qui est rarement le cas, en tout cas, chez les particuliers, donc des choses sur lesquelles c'est des choses qu'il faut savoir, en tout cas. Voilà pour, les petites choses à étudier en amont et sur les étapes pour remplacer sa chaudière. Alors déjà, comme je le disais, et comme j'ai insisté dessus, bah, faut bien contacter son espace conseil France Rénov' pour, bah, poser les questions, sur le système de chauffage et surtout vérifier, la compatibilité, si je peux dire ça, du système avec le logement, voir s'il y a pas d'autres choses qui seraient prioritaires à faire en amont, et pour voir aussi, bah, les aides financières qui peuvent être mobilisées. Ensuite, il faut demander des devis, alors auprès d'une entreprise RGE si on veut demander des aides derrière. On peut ensuite, si besoin, revenir vers nous pour vérifier que le devis, bah, comporte toutes les informations pour que le dossier, de demande d'aide se passe, sans problème. On peut ensuite demander l'aide C2E coup de pouce, parce qu'il y a une aide coup de pouce, donc c'est-à-dire c'est une aide des C2E bonifiée dans le cas où, on remplace sa chaudière fioul. Alors l'aide C2E, c'est un des dispositifs d'aide qui est mobilisable. Alors dans la plupart des cas, on peut le mobiliser, ce dispositif. Donc bien demander cette coup de pouce auprès d'un fournisseur d'énergie. Ensuite, on peut demander l'aide MaPrimeRénov' sur le site maprimerénov.gouv.fr. Alors attention, il y a certaines catégories de revenus qui sont pas éligibles à MaPrimeRénov' pour les systèmes de chauffage. Une fois que ces demandes d'aide-là sont faites, on peut signer les devis, après confirmation, d'obtention des aides et une fois les travaux réalisés, on peut faire valider, ou non la réquisition de l'entreprise. Alors on valide si tout s'est bien passé, on valide pas s'il y a des choses qui ont pas été réalisées par l'entreprise. Il y a des fiches disponibles pour ça sur le site programmeprofil.fr, hein, pour, faire le point et les choses à regarder, à la fin des travaux. Mais une fois que tout est OK, et que vous avez reçu les factures, vous pouvez retourner sur les différents, sites des organismes d'aide pour faire la demande de versement de vos aides. Voilà. Donc bon, j'ai passé tout ça rapidement, toutes les diapos précédentes également. Le but, voilà, c'est pas de rentrer dans le détail, c'est, bah, éventuellement d'amener des questions, et bah, de pas hésiter, à revenir vers nous s'il y a besoin de compléments d'informations. Voilà, donc j'ai terminé pour la présentation. S'il y a des questions, il faut pas hésiter à les poser. Donc comme je disais, en levant la main, pour que je donne la parole ou bien dans le petit onglet, Q&R qui veut dire questions et réponses. Bon, visiblement, pas de questions. Donc on va clôturer là ce premier webinaire de la rentrée. Donc comme je le disais, le webinaire sera disponible en replay, sur la page YouTube du CEE. Ah, alors j'ai une question, je donne la parole. Alors, c'est bon, j'écoute Nicolas. Non, alors j'ai pas activé le micro. Si, le micro. Alors, faut activer le micro. Moi, j'ai donné l'autorisation de l'activation du micro.
Alors, il y a rien qui arrive là au niveau de la demande. Il y a possibilité, si ça fonctionne pas au niveau du micro, de poser la question à l'écrit, hein, comme je disais dans la partie, QR. On peut avoir normalement en haut. Bon, en attendant que ça arrive, si jamais ça arrive, donc comme je le disais, le webinaire sera disponible en replay sur le YouTube du CAUE, également sur les réseaux sociaux, et il y a un prochain webinaire, donc jeudi à 18 h sur la rénovation globale en euros, que mon collègue Julien présentera. Et d'ici là, ou même après ça, s'il y a des questions sur ce webinaire, s'il y a des questions sur la rénovation énergétique, n'hésitez pas à nous contacter si on est votre espace conseil France Rénov' référent, sinon contactez votre espace conseil référent. Voilà, donc pour l'instant, je vois toujours pas de questions qui arrivent. Je sais pas si c'était une erreur, la main levée. Bon, alors pour la personne qui avait levé la main, s'il y a eu un problème technique, je vous invite à nous appeler dès demain à 8 h 30 s'il y avait une question. Et voilà, je clôture ce webinaire. Donc merci de l'avoir suivi pour, ceux qui nous ont rejoints en direct, et merci de l'avoir suivi pour ceux qui regarderont en replay. Voilà, bonne journée, au revoir.